Septembre 1066. L'Angleterre retient son souffle. 3 hommes convoitent la même couronne et le sang coulera bientôt sur les terres anglaises. Ce que personne ne sait encore, c'est que ces 5 jours qui s'annoncent vont changer le cours de l'histoire européenne et marquer la fin brutale d'une époque qui a duré 3 siècles, l'ère viking. L'année avait mal commencé pour l'Angleterre. Le 5 janvier 1066, le roi Édouard le Confesseur rend son dernier souffle sans laisser d'héritier direct. Le lendemain même, Harold Godwinson, comte du Wessex et homme le plus puissant du royaume, se fait couronner roi par le Witan, l'assemblée des nobles anglais. Une succession express qui ne plaît pas à tout le monde. Dès le 6 janvier, Harold sait qu'il vient de mettre le feu aux poudres. 300 km plus au sud, de l'autre côté de la Manche, Guillaume de Normandie entre dans une rage folle en apprenant la nouvelle. Le duc normand est convaincu qu'Édouard lui avait promis la couronne, et que Harold lui-même avait juré de respecter cet arrangement lors d'une visite en Normandie. Pour Guillaume, Harold est un parjure qui a volé ce qui lui revenait de droit. Mais le danger ne vient pas seulement du sud. Au nord, en Norvège, un autre prétendant affûte ses armes. Harald Hardrada, le roi de Norvège, se considère également comme l'héritier légitime du trône anglais. Sa revendication se base sur un ancien accord entre son prédécesseur Magnus le Bon et le roi danois Hardeknut, qui stipulait que si l'un mourait sans héritier, l'autre hériterait de son royaume. Pour Hardrada, cet accord ancien lui donne tous les droits sur l'Angleterre. Harald Hardrada n'est pas n'importe qui. À 51 ans, cet homme de 2 mètres de haut possède déjà une légende vivante gravée dans son sillage. Fils d'un petit seigneur du Ringerike, il a participé à sa première bataille à 15 ans aux côtés de son demi-frère, le futur Saint Olaf, à Stiklestad en 1030. Cette bataille s'est terminée en désastre. Olaf est tué et le jeune Harald, grièvement blessé, doit fuir pour sauver sa vie. Cette défaite marque le début d'un périple extraordinaire qui va forger la légende du dernier grand roi viking. Harald trouve d'abord refuge à Kiev, auprès du prince Yaroslav le Sage. Il y passe quelques années à commander les troupes du prince, gagnant ses galons de capitaine dans des campagnes contre les Polonais, les Petchénègues et d'autres ennemis du royaume de Russe. Mais Kiev n'est qu'une étape. En 1033 ou 1034, Harald et 500 de ses hommes prennent la route du sud vers Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin, la ville la plus riche et la plus puissante du monde connu. Là-bas, il rejoint la garde varangienne, cette unité d'élite composée principalement de guerriers scandinaves qui sert de garde rapprochée à l'empereur byzantin. Pendant plus d'une décennie, Harald parcourt les 4 coins de l'Empire. Il combat des pirates arabes en Méditerranée, participe à des campagnes jusqu'à l'Euphrate, se bat peut-être même à Jérusalem. En 1038, il fait partie de l'expédition en Sicile menée par Georges Maniakès, où il côtoie des mercenaires normands et s'empare de plusieurs villes. Il écrase la révolte bulgare de 1041, ce qui lui vaut le surnom de « brûleur de Bulgares ». Les sagas racontent ces ruses de guerre devenues légendaires. Une fois, pour prendre une ville fortifiée qui refusait de se rendre, il fait attacher des brindilles enflammées aux pattes d'oiseaux capturés avant de les relâcher. Les oiseaux paniqués retournent à leur nid sous les toits de chaume et bientôt toute la ville est en flammes. Une autre fois, il feint d'être mort et les Varegs demandent que son corps soit amené dans la ville pour des funérailles chrétiennes. Dès que le cercueil franchit les portes, une trompette retentit et Harald surgit avec ses hommes pour massacrer les défenseurs surpris. Harald accumule une fortune colossale pendant ces années byzantines. Il reçoit les titres de Manglabite puis de Spataro-Candidatos, gravit les échelons de la hiérarchie impériale. Mais après la mort de l'empereur Michel IV en 1041, les choses se compliquent. Le nouvel empereur Michel V se méfie de ce géant nordique trop puissant et trop riche. Harald se retrouve emprisonné pour des raisons qui varient selon les sources, détournement du trésor impérial, liaison avec une noble, voire meurtre. Les sagas prétendent qu'Harald participe au renversement de Michel V et qu'il aurait même personnellement aveuglé l'empereur déchu. Vrai ou faux, Harald quitte Constantinople cette année-là, chargé d'or et de gloire, et retourne à Kiev où il épouse Élisabeth, la fille de Yaroslav le Sage, scellant ainsi une alliance prestigieuse. En 1046, Harald rentre enfin en Norvège après 16 ans d'absence. Le roi Magnus le Bon, fils de Saint Olaf et donc neveu de Harold, accepte de partager le pouvoir avec lui. L'arrangement ne dure pas longtemps, Magnus meurt la même année et Harald devient seul roi de Norvège.
Pendant les 20 années suivantes, il tente de conquérir le Danemark dans une guerre interminable qui s'achève en 1064 sans victoire décisive. Voilà l'homme qui, en cet été 1066, tourne son regard vers l'Angleterre. Harald a combattu du Proche-Orient à la Scandinavie. Il a accumulé richesse et expérience. Il a commandé des armées pendant plus de 35 ans. Et maintenant, à 51 ans, il veut une dernière conquête, celle qui couronnera sa carrière de guerrier, le trône d'Angleterre. Mais Hardrada ne prépare pas cette invasion seul. Il trouve un allié inattendu et précieux en la personne de Tostig Godwinson, le propre frère du roi Harold d'Angleterre. Tostig était autrefois comte de Northumbrie, un des hommes les plus puissants du royaume. Mais son règne tyrannique et ses impôts écrasants ont provoqué une révolte de ses sujets en 1065. Forcé de fuir, il a été remplacé par Morcar, beaucoup plus populaire. Tostig tient son frère Harold pour responsable de cette humiliation, convaincu que le roi aurait pu le soutenir mais a choisi de l'abandonner. Assoiffé de vengeance, Tostig a passé l'année 1066 à harceler les côtes anglaises avec des pirates flamands, testant les défenses, cherchant un point faible. En mai, il tente même de débarquer dans le Sussex, mais la flotte d'Harold le repousse. Tostig se réfugie alors en Écosse, où il attend son heure. C'est là que Hardrada et lui scellent leur alliance. Tostig offre au roi norvégien quelque chose d'inestimable, sa connaissance intime du terrain anglais, des forces militaires du royaume et surtout des faiblesses de son frère. Pour Tostig, c'est l'occasion de reprendre ce qu'il considère comme son dû. Pour Hardrada, c'est le guide parfait pour une invasion en territoire ennemi. En août 1066, la flotte norvégienne se rassemble. Les chiffres varient selon les sources, mais tous s'accordent sur l'ampleur de l'expédition, environ 300 navires transportant peut-être 15 000 hommes. C'est une armada impressionnante, l'une des plus grandes forces d'invasion jamais rassemblées par un roi norvégien. Pendant ce temps, Harold d'Angleterre surveille la Manche. Il sait que Guillaume de Normandie prépare une invasion, et il a massé ses troupes sur la côte sud tout l'été, attendant les voiles normandes à l'horizon. Des mois passent sans que Guillaume ne bouge, retenu par des vents contraires. Harold commence à croire qu'il n'y aura peut-être pas d'invasion cette année. Le 8 septembre, il prend la décision fatidique de démobiliser une partie de son armée et de sa flotte. Les réserves de nourriture s'épuisent, les hommes doivent rentrer pour les moissons. C'est exactement à ce moment-là que Haradra frappe. Le 18 septembre, la flotte norvégienne remonte l'estuaire de la Humber. Les dracars aux proues de dragons terrorisent les villages côtiers. Haradra établit son camp principal à Rickal, un village stratégique sur la rivière Ouse, à une trentaine de kilomètres au sud de York. De là, il peut contrôler la navigation sur la rivière et a un accès direct à l'objectif principal, York, la deuxième ville du royaume d'Angleterre et capitale de la Northumbrie. York représente bien plus qu'une simple ville. Celui qui contrôle York contrôle tout le nord de l'Angleterre. C'est un centre commercial prospère, un nœud de communication vital et surtout un symbole de puissance. Si Haradra s'empare d'Ork, il aura une base solide pour conquérir le reste du pays. Mais York ne tombera pas sans combattre. Les comtes Edwin de Mercie et Morcar de Northumbrie ne vont pas laisser les envahisseurs marcher sur leur vie sans réagir. Ces deux jeunes nobles, frères par le sang, mobilisent rapidement leurs forces. Edwin n'a que 18 ans, Morcar est à peine plus âgé. Ils sont inexpérimentés, mais courageux et déterminés à défendre leur territoire. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas attendre l'aide d'Harold. Le roi se trouve à Londres, à 300 km de là. Les comtes savent qu'ils doivent agir seuls et rapidement. Chaque jour qui passe permet à Haradra de se renforcer, de piller plus de territoire, de terroriser plus de population. Edwin et Morcar rassemblent environ 5000 hommes, un mélange de housecarls bien entraînés, les guerriers professionnels qui forment la garde personnelle des nobles, et de paysans moins expérimentés mobilisés à la hâte. C'est une armée respectable, mais elle fait face à une force d'invasion 3 fois supérieure en nombre et menée par l'un des commandants les plus expérimentés d'Europe. Le 19 septembre, Haradra met son armée en marche vers York. Il laisse environ un tiers de ses hommes à Rickal pour garder les navires et les provisions. Avec les 2 tiers restants, soit environ 10 000 guerriers, il remonte vers le nord. Tostig chevauche à ses côtés, savourant probablement l'ironie de revenir dans sa Northumbrie natale à la tête d'une armée ennemie. Le matin du 20 septembre, les éclaireurs d'Edwin et Morcar repèrent l'armée norvégienne qui approche. Les deux comtes ont choisi leur terrain avec soin. À quelques kilomètres au sud de York, près du village de Fulford, ils positionnent leurs forces dans un endroit où la géographie joue en leur faveur.
D'un côté coule la rivière Ouse, de l'autre s'étendent des marécages et des terrains boueux. Entre les deux, il n'y a qu'une étroite bande de terre ferme, large de 600 mètres à peine. C'est un point de passage obligé pour atteindre York depuis le sud. Un petit ruisseau appelé German Beck traverse cette langue de terre, créant un obstacle naturel supplémentaire. Les Anglais forment leur ligne de bataille le long de ce ruisseau. C'est une position défensive excellente. Les marécages sur leur flanc gauche rendent impossible toute manœuvre d'encerclement par les Norvégiens. La rivière protège leur flanc droit. Haraldr sera obligé d'attaquer de front et dans un espace si restreint, sa supériorité numérique comptera moins. Les meilleurs guerriers d'Edwin et Morcar, leurs housecarls, forment un mur de boucliers solide au centre de la ligne, particulièrement près de la rivière où le terrain est plus ferme. Les troupes moins expérimentées sont positionnées sur le flanc gauche du côté des marécages. Morcar raisonne qu'elles n'auront pas besoin d'être aussi solides là-bas, le terrain boueux suffira à décourager les attaquants. Quand Haraldr arrive et voit la disposition ennemie, il reconnaît immédiatement la qualité de la position. C'est un guerrier trop expérimenté pour foncer tête baissée dans un piège évident. Il prend son temps pour déployer ses propres forces, attendant que tous ses hommes arrivent sur le champ de bataille. Le roi norvégien élabore son propre plan. Il positionne ses meilleures troupes près de la rivière, face au cœur de la défense anglaise. Mais sur son flanc droit, face aux marécages et aux troupes anglaises les plus faibles, il place ses guerriers les moins expérimentés. Ces hommes vont devoir patauger dans la boue et les roseaux, une tâche ingrate. Mais Haraldr sait qu'une fois en position, coincés dans le marécage, ils ne pourront pas fuir même s'ils le voulaient. Vers midi, la bataille commence. Les Norvégiens franchissent le German Beck et se jettent sur les lignes anglaises. Le choc est brutal. Les boucliers se fracassent, les haches s'abattent, les cris des mourants se mêlent au rugissement des combattants. Les Anglais tiennent bon. Leur mur de boucliers près de la rivière résiste aux assauts répétés des Vikings. Pendant des heures, le combat fait rage, sans qu'aucun camp ne prenne l'avantage. Edwin et Morcar commencent même à croire qu'ils peuvent gagner. Leurs hommes se battent vaillamment, repoussant vague après vague d'attaquants norvégiens. Mais Haraldr n'est pas devenu l'un des plus grands commandants de son temps par hasard. Il observe, attend le bon moment, cherche la faille, et il la trouve. Voyant que son aile gauche près de la rivière ne progresse pas, et constatant que les Anglais concentrent leurs meilleurs guerriers dans ce secteur, Haraldr prend une décision audacieuse. Il ordonne à son aile gauche de reculer, feignant la retraite. Les Anglais, grisés par ce qu'ils croient être une victoire imminente, abandonnent leur position défensive et se lancent à la poursuite des Norvégiens qui reculent. C'est exactement ce que Haraldr attendait. Dès que les Anglais sortent de leur ligne fortifiée et descendent dans la plaine, le roi norvégien lance sa contre-attaque. Ses meilleurs guerriers, les vétérans qui ont combattu avec lui de Constantinople à la Scandinavie, se retournent et chargent les poursuivants anglais. Simultanément, Haraldr ordonne à un contingent de franchir un gué et de prendre les Anglais à revers. La bataille bascule en quelques minutes. Les Anglais se retrouvent pris en tenaille, attaqués de front et sur leurs flancs. Leur formation disciplinée se désintègre. Le mur de boucliers se brise. La retraite organisée devient rapidement une déroute. Edwin et Morcar tentent désespérément de rallier leurs hommes, mais c'est trop tard. Les guerriers anglais, voyant leur position devenue intenable, commencent à fuir. Beaucoup se noient dans la rivière en tentant d'échapper aux Vikings. D'autres s'enfoncent dans les marécages où ils s'embourbent et sont massacrés. Les plus chanceux parviennent à s'échapper vers York. Le carnage est terrible. Des centaines, peut-être plus d'1 millier d'Anglais périssent sur le champ de bataille. Les sources de l'époque rapportent que pendant des jours après la bataille, la rivière Ouse charrie des cadavres vers la mer. Edwin et Morcar survivent tous deux et parviennent à rallier York avec les débris de leur armée, mais leur force militaire est anéantie. Pour Haraldr et Tostig, c'est une victoire totale. La route de York est grande ouverte. Le 24 septembre, 4 jours après la bataille de Fulford, la ville se rend sans combattre. Les notables d'York négocient leur soumission, préférant payer un tribut plutôt que de subir un siège et un sac de leur cité. Haraldr installe son quartier général à York. Il exige des otages et des provisions de toute la région. Pour sceller l'accord et démontrer sa domination, il fixe un rendez-vous le 25 septembre à Stamford Bridge, un village à une vingtaine de kilomètres à l'est d'York, où les notables locaux devront lui amener les otages et les tributs promis. Le roi norvégien savoure sa victoire. En moins d'une semaine, il a débarqué en Angleterre, écrasé l'armée du Nord et pris la deuxième ville du royaume. Il contrôle maintenant toute la Northumbrie. Harold Godwinson est loin au sud, occupé à surveiller Guillaume de Normandie. Haraldr commence à croire que le trône d'Angleterre est à portée de main.
Ce qu'il ne sait pas, c'est que ces 5 jours de triomphe sont en train de se transformer en pièges mortels. À Londres, Harold reçoit la nouvelle de l'invasion norvégienne le 15 septembre. Il doit prendre une décision cruciale, continuer à surveiller le sud contre Guillaume ou foncer vers le nord affronter Harada. Harold choisit le nord. Il estime que Guillaume, dont la flotte a été dispersée par une tempête le 12 septembre, ne représente plus une menace immédiate avec l'approche de l'automne et ses conditions de navigation difficiles. Harada, par contre, est déjà là, sur le sol anglais, et il vient d'écraser les forces d'Edwin et Morcar. Le roi rassemble rapidement ses housecarls, ses guerriers d'élite qui forment sa garde personnelle, et tous les thanes qu'il peut mobiliser en quelques jours. C'est une armée beaucoup plus petite que celle qu'il commandait durant l'été, mais ce sont des professionnels aguerris, des hommes sur qui il peut compter. Harold prend alors une décision qui va marquer l'histoire militaire. Il va foncer vers le nord à une vitesse inouïe. 300 km séparent Londres d'York. Normalement, une armée médiévale avec ses chariots de ravitaillement met au minimum 2 semaines à parcourir cette distance. Harold va le faire en 4 jours et demi. Le roi et ses hommes chevauchent jour et nuit, ne s'arrêtant que le strict minimum pour reposer les chevaux. Ils changent de monture dans les villages traversés, réquisitionnant tout ce qui peut porter un cavalier. C'est une course contre la montre épuisante. Les hommes dorment à peine, mangent en selle, s'effondrent de fatigue, mais continuent d'avancer. Harold incorpore des renforts locaux au fur et à mesure de sa progression vers le nord. À chaque ville, de nouveaux guerriers rejoignent les rangs. L'armée grossit, mais reste composée principalement de troupes fraîches du sud qui n'ont pas participé au désastre de Fulford. Le 24 septembre au soir, Harold arrive à Tadcaster, à 15 km au sud-ouest d'York. Ses hommes sont épuisés par cette marche forcée, mais ils sont là. Harada ne s'attend pas à eux. Personne ne peut croire qu'une armée entière ait pu parcourir 300 km en si peu de temps. Harold entre dans York le 25 au matin. Edwin et Morcar, encore sonnés par leur défaite à Fulford, lui apprennent que Harada se trouve à Stamford Bridge pour recevoir les otages et les tribus. Le roi norvégien y est avec la majeure partie de son armée, mais ils ont laissé leurs armures dans les navires à Ricral. Le temps est chaud et Harada ne s'attend à aucun danger. Harold voit immédiatement l'opportunité. Il peut surprendre Harada complètement. Sans perdre une minute, il ordonne à ses hommes de se remettre en marche. Pas de repos, pas de répit. Ils viennent de chevaucher 4 jours sans s'arrêter, mais ils doivent repartir immédiatement pour ne pas laisser à Harada le temps d'apprendre leur arrivée. C'est une décision impitoyable, mais c'est aussi la seule chance de victoire d'Harold. Si Harada a le temps de préparer sa défense, de rappeler ses hommes de Ricral, de revêtir ses armures, la bataille sera beaucoup plus difficile. La surprise est l'arme la plus puissante d'Harold. Le matin du 25 septembre, Harald Harada se sent invincible. Il campe près de Stamford Bridge avec environ 6000 de ses meilleurs guerriers. Le temps est magnifique, une de ces belles journées de fin d'été où le soleil chauffe agréablement. Les hommes ont laissé une grande partie de leur équipement dans les navires à Ricral. Pourquoi s'encombrer d'armures lourdes et de boucliers pour une simple cérémonie de remise d'otages? Harada et Tostig attendent une notable locaux qui doivent leur amener les tribus. L'ambiance est détendue, presque festive. Les Vikings se reposent sur l'herbe, jouent au dé, se racontent leurs exploits de Fulford. Certains se baignent dans la rivière d'Ervent pour se rafraîchir. Soudain, des cris d'alarme. À l'ouest, sur la crête qui surplombe la vallée, un nuage de poussière apparaît. Des reflets de métal scintillent au soleil. Une armée s'approche, une grande armée. Pendant quelques secondes, les Vikings restent figés, incrédules. Ce n'est pas possible. L'armée d'Harold est censée être à Londres, à 300 km d'ici. Comment pourrait-il être déjà là? Mais le doute ne dure pas. Les bannières qui flottent au-dessus des colonnes qui descendent de la crête sont anglaises. C'est bien Harold. Selon les sagas islandaises, une scène étrange se déroule alors. Un cavalier anglais s'approche seul des lignes norvégiennes. Il demande à parler à Tostig. Quand le frère d'Harold s'avance, le cavalier lui offre la paix au nom du roi. Tostig peut récupérer son comté de Northumbrie et ses terres s'il abandonne Harada et se soumet à son frère. Tostig, méfiant, demande ce qu'Harold offre à Harada. La réponse du cavalier devient légendaire. 7 pieds de terre anglaise, ou davantage s'il est plus grand que les autres hommes. Une façon poétique de dire qu'Harold offre à Hardrada une tombe et rien d'autre. Le cavalier repart et Hardrada demande à Tostig qui c'était. Tostig révèle que c'était Harold lui-même. Le roi norvégien est impressionné par l'audace de son adversaire, venant ainsi seul négocier face à une armée ennemie. Quel homme courageux, aurait-il dit.
mais il est petit. L'heure n'est plus au compliment. Hardrada doit prendre des décisions rapides. Il envoie immédiatement des messagers à Rickal pour rappeler le tiers de son armée qui garde les navires. Eysteinn Or, son commandant là-bas, doit amener tous les hommes disponibles à marche forcée. Mais Rickal est à 30 km. Même en courant, il faudra des heures au renfort pour arriver. En attendant, Hardrada doit se battre avec ce qu'il a. 6000 hommes mal équipés contre une armée anglaise complète et bien armée. Les nombres sont à peu près équivalents. Harold a peut-être entre 6 et 8000 guerriers. Mais les Anglais portent leurs armures, leurs boucliers, leurs armes complètes. Les Norvégiens n'ont que ce qu'ils portaient sur eux pour une cérémonie pacifique. Le roi norvégien prend néanmoins ses dispositions. Il évacue rapidement ses hommes de la rive ouest de la Derwent vers la rive est. La rivière n'est franchissable que par un pont de bois étroit. Si les Anglais veulent l'attaquer, ils devront passer par là. Hardrada laisse une petite arrière-garde pour défendre le pont pendant qu'il forme le gros de son armée sur une crête à environ 300 mètres à l'est de la rivière. C'est là que se déroule une autre scène devenue légendaire. Un seul guerrier viking se tient sur le pont, armé d'une énorme hache de guerre à 2 mains. Quand les Anglais tentent de traverser, cet homme massacre les premiers qui s'avancent. Pendant de précieuses minutes, peut-être même 1 heure selon certaines sources, ce guerrier solitaire tient tête à toute l'armée d'Harold, abattant un ennemi après l'autre, transformant le pont en charnier. Les Anglais ne peuvent pas le contourner, la rivière est trop profonde ailleurs. Ils ne peuvent pas l'atteindre avec des flèches, il manie son bouclier avec une habileté redoutable. Finalement, selon la légende, un soldat anglais trouve une barque, se glisse sous le pont et transperce le viking par en dessous à travers les planches de bois avec une lance. L'héroïsme de cet homme anonyme a donné à Hardrada le temps de former ses lignes de bataille. Sur la crête, les Norvégiens s'organisent en une formation serrée. Sans bouclier complet, beaucoup d'entre eux ne peuvent former qu'un mur de bouclier imparfait, mais ils sont déterminés à se battre jusqu'au bout. Hardrada se tient au centre de ces lignes, brandissant son étendard personnel, le Land Ravager, la bannière qui ravage la terre. À ses côtés se trouve Tostig, le prince anglais devenu traître, qui va mourir sur le sol de sa patrie en combattant contre son propre frère. Les Anglais franchissent enfin la rivière et montent vers la crête norvégienne. La bataille devient une boucherie. Les Vikings, conscients qu'ils se battent pour leur survie, résistent avec une férocité désespérée. Les Anglais, épuisés par leur marche forcée de 4 jours, mais galvanisés par la présence de leur roi, se jettent encore et encore contre les lignes ennemies. Pendant des heures, aucun camp ne parvient à prendre l'avantage. Les Vikings tiennent leur position, forçant les Anglais à attaquer en montant la pente. Harold lance charge après charge, mais ses hommes sont repoussés à chaque fois. Les cadavres s'accumulent sur la pente de la colline. Puis, l'impensable se produit. Harold Hardrada, le géant norvégien qui a combattu de Kiev à Constantinople, de la Sicile à la Scandinavie, qui a survécu à tant de batailles pendant 35 ans, est touché à la gorge par une flèche. Le roi s'effondre, la bannière qui ravage la terre tombe avec lui. La mort de leur roi brise le moral des Norvégiens. Certains commencent à reculer, d'autres continuent de se battre mais avec moins de conviction. Harold offre alors à Tostig une dernière chance de se rendre. Le frère du roi refuse. Il préfère mourir avec les hommes qu'il a amenés en Angleterre plutôt que d'accepter la clémence de son frère. Quelques minutes plus tard, Tostig tombe à son tour, tué dans la mêlée. C'est à ce moment que les renforts norvégiens arrivent enfin de Rickal. Eysteinn Or et ses hommes ont couru 30 km sous un soleil de plomb, portant leurs armures et leurs armes. Ils arrivent épuisés, en sueur, à bout de souffle, mais ils sont venus sauver leurs camarades. Leur arrivée redonne momentanément courage aux Vikings survivants. Eysteinn forme ses hommes et lance une contre-attaque désespérée. Mais ces guerriers sont trop fatigués par leur course folle. Ils se battent vaillamment, mais ils ne peuvent inverser le cours d'une bataille déjà perdue. En quelques heures, les renforts sont anéantis comme le reste de l'armée norvégienne. Quand le soleil se couche ce soir-là sur Stamford Bridge, le champ de bataille ressemble à l'enfer. Des milliers de corps jonchent la crête, la rivière, les pentes. Les Norvégiens ont été massacrés presque jusqu'au dernier homme. Sur les 15 000 guerriers qui ont débarqué avec Hardrada moins d'1 semaine auparavant, seule une poignée survit. La chronique anglo-saxonne rapporte un détail glaçant. Des 300 navires qui ont amené les Vikings en Angleterre, 24 suffisent pour ramener les survivants en Norvège. Parmi eux se trouve Olaf, le jeune fils de Hardrada, à qui Harold accorde la vie sauve. Le prince norvégien rentre chez lui avec les débris de l'armée de son père, portant la nouvelle que le dernier grand roi viking est mort sur le sol anglais. Harald Hardrada, l'éclair du Nord,
celui qui avait commandé la garde varangienne de l'empereur byzantin, qui avait conquis des forteresses en Sicile et en Bulgarie, qui avait accumulé plus de richesses que n'importe quel autre roi scandinave, est enterré quelque part près de Stamford Bridge. Plus tard, ses restes seront rapatriés en Norvège et inhumés à Nidaros, l'actuel Trondheim. Le 25 septembre 1066 au soir, Harold Godwinson est au sommet de sa gloire. En 5 jours, il a accompli l'impossible. Il a chevauché 300 km, surpris une armée d'invasion et anéanti celui qui était peut-être le plus redoutable guerrier de son temps. Il a sauvé le nord de l'Angleterre. Il est le héros du royaume. Ces hommes, épuisés mais victorieux, se reposent enfin après cette semaine infernale. Beaucoup ont combattu à Stamford Bridge avec des blessures non soignées de la marche forcée. Tous rêvent de plusieurs jours de repos à York avant de retourner vers le sud. Mais Harold n'aura pas ce luxe. Le 26 septembre, un jour après sa victoire, des messagers arrivent de la côte sud avec des nouvelles catastrophiques. 2 jours plus tôt, le 28 septembre, pendant qu'Harold combattait Hardrada, Guillaume de Normandie a débarqué à Pevensey dans le Sussex avec une armée de 7 à 8 000 hommes. Le timing ne pourrait être pire pour Harold. Ses forces sont réduites après les pertes de Fulford et Stamford Bridge. Ses meilleurs guerriers sont épuisés, beaucoup sont blessés. Et maintenant, il doit repartir immédiatement vers le sud, parcourir à nouveau ces 300 km, cette fois pour affronter une armée fraîche qui a eu tout le temps de se fortifier. Harold n'a pas le choix. Il laisse Edwin et Morcar se remettre de leurs blessures et reconstituer leurs forces dans le nord. Il ordonne à ses housecarls fourbus de se remettre en selle. Après seulement 2 jours de repos à York, l'armée anglaise repart vers le sud, parcourant ses 300 km en 8 jours cette fois. Une marche toujours rapide, mais moins suicidaire que l'aller. Harold espère peut-être reproduire le miracle de Stamford Bridge. Il pense pouvoir surprendre Guillaume comme il a surpris Hardrada, lancer une attaque rapide qui détruira les Normands avant qu'ils ne s'installent solidement. Le 13 octobre, l'armée d'Harold arrive près d'Hastings. Le roi déploie ses forces sur une crête appelée Senlac Hill, formant son célèbre mur de boucliers. Le lendemain matin, 14 octobre, la bataille commence. Cette fois, la surprise ne fonctionne pas. Guillaume est préparé. Ses éclaireurs l'ont informé de l'approche d'Harold. Les Normands ont eu le temps de construire des fortifications, de reposer leurs hommes, de préparer leur stratégie. Et, contrairement aux Vikings de Stamford Bridge pris au dépourvu sans leurs armures, l'armée normande est complètement équipée et prête au combat. La bataille d'Hastings dure toute la journée. Les Anglais, retranchés derrière leurs murs de boucliers, repoussent charge après charge normande. Pendant des heures, Harold semble pouvoir remporter une 2e victoire miraculeuse. Mais ces hommes sont épuisés. Ils viennent de se battre à Stamford Bridge il y a moins de 3 semaines. Ils ont parcouru 600 km en 2 semaines. Ils n'ont pas eu le temps de récupérer. Vers la fin de l'après-midi, les Normands utilisent une tactique qui a déjà fait ses preuves, la feinte de retraite. Exactement comme Hardrada à Fulford, Guillaume ordonne à une partie de ses forces de simuler une fuite. Les Anglais, croyant la victoire proche, brisent leur formation disciplinée et se lancent à la poursuite. Les Normands se retournent et massacrent les poursuivants désorganisés. Le mur de boucliers commence à se fissurer. Dans la mêlée, Harold est touché. La fameuse scène de la tapisserie de Bayeux montre une flèche dans son œil, bien que les sources historiques divergent sur la manière exacte dont le roi est mort. Ce qui est certain, c'est qu'Harold tombe et avec lui s'effondre la résistance anglaise. Le soir du 14 octobre, Guillaume de Normandie est victorieux. Le dernier roi anglo-saxon est mort. Le jour de Noël 1066, Guillaume est couronné roi d'Angleterre à l'abbaye de Westminster. L'invasion normande change à jamais l'histoire anglaise, apportant une nouvelle aristocratie, une nouvelle langue administrative et de nouvelles structures féodales qui transformeront le royaume. Ces 5 jours qui ont séparé Fulford de Stamford Bridge marquent bien plus que la mort d'un roi viking et la défaite d'une armée d'invasion. Ils sonnent le glas de toute une ère. Pendant 3 siècles, les Vikings ont terrorisé l'Europe. Depuis le raid sur Lindisfarne en 793, les dracars à proue de dragon ont sillonné toutes les mers, du Groenland à Constantinople, de l'Issourde à la Méditerranée. Les guerriers scandinaves ont conquis des royaumes, fondé des dynasties, transformé la géographie politique de l'Europe du Nord. La Grande-Bretagne en particulier avait vécu sous la menace constante des invasions vikings. Le Danela, cette région du nord et de l'est de l'Angleterre contrôlée par les Danois, n'a été reconquise qu'au Xe siècle. Des rois vikings comme Sven à la barbe fourchue et Knut le Grand ont régné sur l'Angleterre. La culture scandinave a profondément influencé la langue, les lois et les coutumes anglaises.
Mais le 25 septembre 1066, sur les rives de la Derwent, cette longue histoire prend fin. Harald Hardrada était littéralement le dernier des Vikings, non pas le dernier Scandinave à faire la guerre, mais le dernier à incarner l'esprit de conquête viking, le dernier à tenter de tailler un empire par l'épée comme ses ancêtres l'avaient fait. Sa mort marque un tournant symbolique. Après Stamford Bridge, il n'y aura plus jamais de grande invasion viking de l'Angleterre. Les raids continueront sporadiquement. Magnus III de Norvège, petit-fils de Hardrada, lancera la dernière expédition en 1102 contre l'île de Man et l'Irlande. Mais l'ère des conquêtes est terminée. Pourquoi cette fin brutale après 3 siècles de domination? Les raisons sont multiples. Les royaumes scandinaves se sont christianisés et centralisés, se tournant vers l'intérieur plutôt que vers la conquête extérieure. Les royaumes européens ont appris à se défendre, construisant des fortifications, organisant des armées permanentes, développant des tactiques pour contrer les raids vikings. Et au-delà de ces facteurs structurels, il y a quelque chose de presque mythique dans la manière dont l'ère viking se termine. Le plus grand guerrier viking de sa génération, un homme qui incarnait toutes les vertus du guerrier nordique, le courage, l'habileté au combat, l'ambition sans limite, est abattu par une flèche aléatoire dans une bataille qu'il ne devait pas livrer. Si Hardrada avait attendu ses renforts de Rikal avant d'engager le combat, la bataille aurait peut-être tourné différemment. Si Harold avait mis 1 jour de plus pour arriver, les Norvégiens auraient eu le temps de récupérer leurs armures. Si la flotte de Guillaume avait été retardée d'1 semaine de plus, Harold aurait pu se reposer après Stamford Bridge et arriver frais à Hastings. L'histoire pivote sur ces petits hasards. Ironiquement, la victoire de Harold à Stamford Bridge contribue directement à sa défaite à Hastings. En anéantissant l'armée de Hardrada, Harold prive Guillaume de son allié involontaire. Les Norvégiens ont occupé Harold pendant des semaines cruciales, permettant aux Normands de débarquer sans opposition. Puis, en épuisant son armée pour vaincre Hardrada, Harold garantit presque sa propre défaite face aux Normands. Dans un sens, les Vikings perdent l'Angleterre à Stamford Bridge, mais ce sont les Normands qui récoltent les bénéfices. Et cette ironie n'est pas si grande qu'elle paraît. Guillaume de Normandie est lui-même descendant de Vikings. Son ancêtre Rollon était un chef norvégien qui s'est installé en Normandie au début du Xe siècle, après avoir obtenu ses terres du roi de France. Les Normands sont des Vikings francisés et christianisés, mais des Vikings quand même. Donc, en un sens, 1066 ne marque pas tant la défaite totale des Vikings que leur transformation. Les guerriers qui conquièrent l'Angleterre ce jour-là parlent français et prient en latin, mais ils portent dans leurs veines le sang des mêmes ancêtres qui ont terrorisé l'Europe pendant 3 siècles. La conquête normande de l'Angleterre est peut-être la dernière grande victoire viking, accomplie par les petits-fils des raiders scandinaves sous une nouvelle identité. Les conséquences de ces journées de septembre 1066 résonnent encore aujourd'hui, presque 1000 ans plus tard. La conquête normande de l'Angleterre est l'un des événements les plus significatifs de l'histoire européenne. L'aristocratie anglo-saxonne est presque entièrement remplacée par des nobles normands. La langue anglaise se transforme, incorporant des milliers de mots français qui donnent naissance au moyen anglais, puis à l'anglais moderne. Le système féodal normand remplace les structures anglo-saxonnes. L'architecture change avec l'introduction du style roman normand. La relation de l'Angleterre avec le continent se réoriente du nord scandinave vers le sud français. Pour la France aussi, les conséquences sont immenses. Les rois d'Angleterre, qui sont aussi ducs de Normandie, possèdent maintenant des terres des 2 côtés de la Manche. Cette double allégeance va créer des tensions qui culmineront dans la guerre de 100 ans, 3 siècles plus tard. Pour la Norvège, la mort de Haraldrada à Stamford Bridge marque le début d'une période plus pacifique. Les successeurs de Haraldrada concentrent leurs efforts sur la consolidation interne plutôt que sur la conquête externe. La Norvège devient un royaume stable et christianisé, abandonnant les anciennes voies vikings. Mais au-delà de ces conséquences politiques et culturelles mesurables, il y a quelque chose de plus profond dans ces 5 jours qui continue de fasciner. C'est l'histoire de la fin d'une époque, racontée à travers le destin d'hommes exceptionnels confrontés à des choix impossibles. Harald Hardrada choisit une dernière conquête au lieu de finir ses jours paisiblement en Norvège. Ce choix lui coûte la vie et met fin aux ambitions scandinaves sur l'Angleterre. Harold Godwinson choisit de foncer vers le nord pour défendre son royaume contre Hardrada, puis se précipite vers le sud pour affronter Guillaume. Ces 2 décisions lui donnent une victoire éclatante et une défaite fatale en l'espace de 3 semaines. Guillaume de Normandie choisit de lancer son invasion en septembre malgré les risques et le timing s'avère parfait.
Chacun de ces hommes est un géant de son temps, un leader exceptionnel qui a façonné l'histoire. Et pourtant, leurs destins sont déterminés autant par les caprices du hasard que par leur propre talent. Une tempête retarde Guillaume au bon moment. Une marche forcée permet à Harold de surprendre Haraldrada. Une flèche aléatoire tue le roi norvégien. Une autre flèche, 3 semaines plus tard, tue le roi anglais. Les sagas scandinaves écrites dans les siècles qui ont suivi ont transformé Haraldrada en héros tragique, le dernier grand viking dont la mort marque symboliquement la fin d'une ère. Les chroniqueurs anglais ont fait de Harold un martyr, le dernier roi saxon qui a défendu vaillamment son royaume contre 2 invasions successives. Les Normands ont célébré Guillaume comme un conquérant béni par Dieu, destiné à régner. La vérité, comme souvent, est plus complexe et plus humaine. Ces hommes n'étaient pas des figures mythiques destinées à accomplir un destin préétabli. C'étaient des êtres de chair et de sang qui ont pris des décisions audacieuses, ont joué leur vie sur des coups de dés militaires et ont découvert que même les plus grands guerriers ne peuvent contrôler le destin. Dans les champs boueux de Fulford, sur les rives ensanglantées de la Derwent et sur la colline de Senlac à Hastings, se sont joués en quelques semaines le sort de royaumes, la fin d'une époque et l'aube d'une nouvelle ère. Ces 5 jours entre Fulford et Stamford Bridge ne sont qu'un bref instant dans la grande tapisserie de l'histoire. Mais c'est l'instant où le monde bascule, où l'ancien ordre s'effondre pour laisser place au nouveau. Et quelque part près de la rivière Derwent, sous les pierres et la terre d'Angleterre, repose le dernier grand roi viking, Haraldrada, le Sévère, l'éclair du Nord, le géant norvégien qui a combattu de Constantinople à Stamford Bridge, et dont la mort a fermé pour toujours les portes de l'ère viking. 3 siècles de raids, de conquêtes, de terreur et de gloire se sont achevés ce jour-là. Les Drakkar ne reviendront plus, les guerriers aux haches ne débarqueront plus sur les plages anglaises. L'ère des Vikings est terminée. Une nouvelle Angleterre, normande et médiévale, commence. Et tout cela s'est décidé en 5 jours sanglants de septembre 1066, quand 3 hommes se battaient pour une couronne et qu'un seul a survécu pour Noël. L'histoire n'oubliera jamais ces journées où le destin de l'Europe s'est joué sur les champs de bataille du nord de l'Angleterre, quand les derniers Vikings ont trouvé leur tombe loin de chez eux, et qu'un roi a gagné toutes ces batailles, sauf la dernière.